Allez les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est la React One séquence numéro 4 et je vous propose de visionner avec vous une séquence qui couvre les élections européennes. C'est la nomination de Sarah Knafo, la femme de Éric Zemmour, dont il a recruté les talents pour être l'une des personnes qui fassent partie de cette tête de liste à l'Union européenne. Les amis, la campagne a commencé et on va vite s'apercevoir que tout le monde est prêt à tout. Bonne vidéo à tous, c'est parti les amis. Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir Benjamin Duhamel et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche et de nous réserver donc votre première interview à la télévision. Vous êtes cadre de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, dont vous êtes la compagne, et vous avez annoncé vendredi que vous seriez candidate aux européennes sur la liste de Marion Maréchal. Vous faites donc le choix de vous engager dans le combat électoral au moment où votre parti Reconquête flirte dangereusement avec la barre des 5%, c'est-à-dire le niveau qu'il faut pour obtenir des élus au Parlement européen. Vous avez le sens du sacrifice ou c'est de la naïveté ? D'abord, c'est quand c'est difficile qu'il faut y aller. Ça, c'est mon caractère. Ensuite, vous l'avez dit, j'ai fait jusqu'ici le choix de la discrétion parce que j'avais 26 ans quand j'ai dirigé la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Et à ce moment-là, je me disais, chacun doit rester à sa place. Moi, ma place, c'était d'organiser, de coordonner, de réfléchir. Éric Zemmour était le candidat. Et l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme. Ce n'est pas l'élection d'une équipe, et encore moins celle d'un couple. Maintenant, c'est l'élection européenne. C'est l'élection justement d'une équipe. Marion Maréchal est notre tête de liste, et elle n'est pas seule. Donc, j'ai pris cette décision justement pour venir soutenir l'équipe, pour défendre mes convictions, et je suis très heureuse d'être devant vous ce soir. Non, les amis. Non, 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 non. C'est pas parce que niveau national, t'es dans l'ombre et chacun son rôle, et qu'au niveau européen, maintenant c'est l'histoire d'une équipe. Non, ça c'est pas vrai. C'est parce que Éric Zemmour il est tellement éclaté au sol et il y a tellement peu de gens qui veulent voter pour lui, vous êtes si peu nombreux qu'il a eu besoin de recruter d'un, sa femme, et de deux, à l'heure où je vous parle les amis, on a Jean Messia, recruté par Reconquête pour les élections européennes, plus Marion Maréchal Le Pen, plus d'autres mondes. D'accord, je ne vais pas tout dire. Déjà 3, ça fait beaucoup. Donc, commence pas à nous dire, oui, mais c'est un homme, l'élection présidentielle, c'est l'histoire d'un homme. C'est toujours une histoire d'équipe, tout le temps. Que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau européen, c'est toujours une histoire d'équipe, tout le temps. Que tu sois dans l'ombre à l'époque parce que tu avais envie d'y être, c'est ton choix, c'est une chose, on respecte, c'est une stratégie. Mais là, le fait que tu arrives dans la lumière, ce n'est absolument pas l'histoire d'une équipe, c'est une histoire que vous avez tellement peu de personnes qui veuillent vous représenter et par qui vous êtes représenté, que vous êtes obligé de faire les fonds de tiroir. Parce que Jean Messia, j'appelle pas ça un mec culturellement intéressant pour les élections européennes. J'appelle ça, moi, des fonds de tiroir, les amis. Il faut qu'on soit tous conscients de ça. Heureusement pour nous, on va pas avoir besoin de faire beaucoup de boulot pour les ridiculiser, ils vont le faire tout seuls. On continue. Vous reconnaissez qu'il y a une forme de paradoxe à s'engager précisément au moment où on se demande même si Reconquête, on y reviendra tout à l'heure dans cette interview, obtiendra des élus au Parlement européen. Il y a le risque que votre carrière politique soit la plus éphémère de toute la Ve République. Si vous faites moins de 5%, vous ne serez pas élu. Écoutez, je ne vois pas ce que vous trouvez paradoxal. Si vous voulez, il y a des gens qui prennent leurs décisions en fonction des sondages, d'autres en fonction de leur courage. Moi, vous avez ma réponse ce soir. Et vous avez d'ailleurs dans les colonnes du Figaro ciblé Jordan Bardella et le Rassemblement national. On y reviendra on y reviendra tout à l'heure. Vous citez souvent comme exemple, Sarah Knafo, Marie-France Garot, conseillère de Georges Pompidou, puis de Jacques Chirac. Elle leur a mis plus de 10 ans avant de faire de la politique en son nom propre. Vous êtes trop ambitieuse pour attendre aussi longtemps, parce que j'entends l'argument en disant voilà, l'élection présidentielle, c'était un homme et un peuple, mais vous auriez pu continuer à tirer les ficelles comme vous le faisiez. Absolument, et j'ai choisi de m'engager justement après avoir écouté les sollicitations autour de moi. Vous avez Marion Maréchal qui m'a fait l'honneur de me faire cette proposition, elle était d'ailleurs sur votre plateau, en jugeant que je serais... C'est elle qui a insisté vraiment pour que vous soyez Elle candidate ? fait partie des gens qui m'ont convaincue, absolument. Si vous voulez, moi, pourquoi j'ai hésité jusqu'ici ? C'est parce que je me posais effectivement cette question. Où est-ce que je serais le plus utile ? Selon Éric Zemmour, à la cuisine. Et finalement, j'ai tranché. Je pense que ma place aujourd'hui, elle est auprès de tous nos militants, auprès de tous nos cadres qui ne comptent pas leurs heures, qui se battent pour leurs idées. Mais c'est aussi que vous avez de l'ambition en politique. J'ai de l'ambition en politique, j'ai de l'ambition pour mon pays surtout. Et aujourd'hui, j'ai envie de défendre mes idées en pleine lumière, donc devant vous. Et certainement prendre un petit peu de pognon aussi. Hein. Les élections européennes, ça veut dire que pour les candidats européens, attention de billets qui tombent, les amis. Pour vous en convaincre, il suffit d'aller voir mes analyses sur React One. Tout est expliqué, tout est chiffré.
d'accord? Méfiez-vous de ces gens qui disent venir pour défendre les intérêts du pays, des Français, les convictions, etc. avec une banane comme ça, surtout quand c'est des femmes. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui a de l'ambition pour le pouvoir. Déjà un homme, c'est pas glorieux, une femme, c'est 2 fois pire. Parce qu'il va falloir qu'elle se batte pour son ambition, pour le pouvoir, contre tout le machisme de la classe politique homme. Ça fait d'elle une lionne très 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 combatif. On continue. On pouvait vous voir, Sarah Knafo, pendant la campagne présidentielle, au premier rang des meetings d'Éric Zemmour, réciter les discours en même temps qu'ils étaient prononcés. C'est vous qui tiriez les ficelles? C'était votre marionnette, Éric Zemmour, pendant la campagne présidentielle? Absolument pas. Alors absolument pas. Je pense que quiconque connaît Éric Zemmour peut seulement sourire à votre question. Ah bon? Il n'y avait pas de... On expliquait que vous étiez l'éminence grise, que c'était vous qui étiez à l'origine de son ambition présidentielle. Vraiment, vous La seule chose que je peux vous repoussez dire, toute la seule chose place que vous avez pu prendre pendant cette campagne? la seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne connais pas un homme plus libre qu'Éric Zemmour. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que c'est un homme libre, il n'est la marionnette de personne. La 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 la. Éric Zemmour, un homme libre, c'est la marionnette de personne. Mais sérieux, elle te lâche comme ça, hein, sans sourciller la gadji. Hein. Ah bon, nous on pensait que c'était la marionnette d'un Drahi, d'un Bolloré, puis de plusieurs autres instances de milliardaires qui ont été là pour le placer, mettre sur lui des lovés pour pouvoir que ce soit un candidat à l'élection présidentielle pour dans des histoires avec Macron dont on ne sait pas trop les trucs et tout ça entre milliardaires, faisait que Éric Zemmour était un candidat potentiellement possible et potable pour faire la guerre à Emmanuel Macron quand un mec comme Bolloré, par exemple, n'a pas réussi à obtenir les contrats qu'il avait eus avec Macron puisque celui-ci lui a mis une douille. Mais bon, ça pour Éric Zemmour est un homme libre, pas de problème. Je voudrais quand même qu'on reste un instant sur cette campagne présidentielle qui, sans refaire le match, a été en partie plombée par un certain nombre d'outrances d'Éric Zemmour, sur les réfugiés ukrainiens qu'il ne souhaitait pas accueillir, sur la question de la remigration. C'était vous ça aussi comme conseillère, ou vous déclinez toute responsabilité sur précisément ces outrances qui ont abouti au score d'Éric Zemmour alors même qu'il était beaucoup plus haut quelques mois auparavant? Permettez-moi de douter de votre analyse, mais moi je ne suis pas du tout ici pour refaire le match de la présidentielle. Je vous dirais en quelques mots qu'on a fait énormément d'erreurs. C'était notre première fois. C'était notre première fois à tous les deux. Mais j'étais en train de vous dire que je n'étais pas là pour reparler de la présidentielle. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'était notre première fois à tous les deux. On a fait beaucoup d'erreurs. Je crois que c'était une équipe. Et là, vous êtes que tous les deux. C'est marrant comment, à un moment, c'est l'histoire d'un homme, d'un candidat et d'une équipe, au niveau national, pour la candidature d'un président. Et comme après, ça se transforme pour l'européenne en une équipe. Donc, ok. Et quand on demande les résultats du coup, de l'échec d'Éric Zemmour au présidentiel avec ces 7%, je rappelle, hein, 7%, malgré que les sondages nous l'avaient envoyé directement dans la stratosphère, là, ils ont fait tous les deux des erreurs. Ah, du coup, c'est de la politique de couple ou c'est de la politique nationale avec une équipe? Attention aux détails, madame. Très important. On continue. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que je me présente à l'élection européenne aux côtés de Marion Maréchal. J'aimerais qu'on puisse aborder justement notre vision de l'Europe, ce qu'on aimerait faire au Parlement européen, quel est à notre sens l'intérêt du vote pour Reconquête. Et donc, pardonnez-moi, mais si vous voulez, en dehors de ce plateau, on reparlera de toutes les erreurs qu'on a pu commettre en 2022. Je vois déjà que vous avez les habitudes de ceux qui savent comment faire de la rhétorique politique. Mais si je vous pose la question de la campagne présidentielle, c'était précisément pour essayer de savoir quelle était votre responsabilité dans ce qui a été vu, encore une fois, comme des outrances de la part d'Éric Zemmour. Alors, observez bien, comme elle vient d'expliquer là, et vous gardez ça en tête jusqu'à la fin de la vidéo, qu'elle n'est pas là pour parler de la présidentielle et puis des erreurs qu'elle a pu faire, elle, Zemmour ou l'équipe de Zemmour, qui pour moi me paraît plus sensé, mais bien entendu pour parler d'elle, de sa campagne européenne et de ce que les Français doivent attendre d'un vote comme Reconquête pour qu'ils puissent faire des actions au niveau européen. Du coup, on est là, en entendant ça, on se dit, ok, elle va dérouler le programme, nous on est attentifs, ça nous intéresse. Allons-y, écoutons-la. Gardez bien ça en tête, hein, parce que je vous assure qu'avant la fin de la vidéo, si elle nous a déroulé un truc du programme, on sera chanceux, les amis. On continue, on l'écoute. Si quand il expliquait qu'il ne fallait pas accueillir de réfugiés ukrainiens, quand je parlais du ministère de la Remigration, il s'est passé quelque chose pendant cette campagne? Si vous voulez. Je vous réponds sur ça et ensuite je vous demanderai de passer à un sujet suivant. Je vous réponds quand même sur ça. Je vous remercie. Jusque-là, je choisis à peu près les sujets qui sont abordés. Mais bien sûr, mais moi aussi, je choisis ceux de quoi j'ai envie de parler quand même. Oh, l'arrogance lunaire de la gadji, quoi. Vous avez entendu ce qu'elle a dit?
Ah, mais on va parler de ça, mais ensuite, si ça vous va, si on peut parler d'autre chose et tout ça, hein. Non, mais t'es où, toi? C'est ta première émission, c'est ton premier truc, tu viens en tant que candidate, et c'est toi qui choisis les questions que l'autre... Moi, de Hamel, je suis pas fan, hein, je vous le dis, les amis. Hein. Je suis pas fan de lui, je l'aime pas spécialement, hein, je vais pas vous mentir. Mais là, en tant que journaliste, en tant que propagandiste, journaliste, on va dire, c'est bien entendu, c'est lui qui tient son émission. Au même titre que moi, quand je fais du React One live, comme la libre antenne ou le live du mercredi, je tiens mon émission. Donc elle est invitée, elle doit répondre aux questions. Et là, la meuf, avec une arrogance de ouf, non mais après on va passer à une autre question. Lui il dit, non mais c'est quand même moi qui pose les questions. Et là, elle lui dit quoi? Oui mais c'est quand même moi qui choisis de répondre ou pas. Excuse-nous, votre sainteté. Excuse-nous, lunaire. On continue. Jusqu'ici, si vous voulez, j'ai accepté toutes mes responsabilités. C'est-à-dire que je me sens comptable de tous les échecs, je les assumerai tous. Je rejetterai la faute sur personne, je les assumerai toutes. Mais je veux aussi vous dire à quel point je suis fière de ce que nous avons fait. Avec tous nos cadres, avec tous nos militants. Ce que je veux vous dire, c'est que en 2 ans, on a peut-être imposé plus d'idées dans le débat public que ne l'ont fait des partis qui avaient 50 ans d'existence. C'est un peu ça le problème. C'est que vous avez instillé dans la tête des gens qui, malheureusement, étaient impactés par le poids de l'individualisme et du système dans lequel ils étaient, à force d'être trop fatigués, de ne pas pouvoir réfléchir par eux-mêmes et d'être focalisés que sur cette télé, tu vois. Depuis 2 ans, vous avez instauré des idées de fils de pute. Et c'est ça qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, d'après les sondages de BFM, de CNews, de Nutella et puis de Cookentos, que le RN a un score apparemment hyper incroyable et qu'ils vont remporter les élections européennes et les élections nationales sans faire d'élection. Et que Twitter est devenu islamophobe à fond et qu'on n'arrête pas de parler des sujets de l'islam, de l'islam, de l'islam et de l'islam sur CNews, sur BFM et maintenant sur les 3/4 des chaînes françaises. Alors qu'on aimerait vraiment qu'on nous parle d'autre chose. Merci Reconquête. Je pense sincèrement qu'avec par exemple le Trocadéro, qu'avec Villepinte, on a allumé une flamme dans le cœur de milliers de Français qui n'oublieront pas Trocadéro, ce meeting où, Donc, j'en suis où la aussi foule fière. scandait Macron assassin. Allez, on est vraiment chez BFM. C'est vous qui créez la polémique, c'est vous qui la relancez. quelle Maintenant, polémique, si je vous voulez, rappelle pour Benjamin, ceux qui est-ce nous qu'on regardent. peut parler d'autre chose? Mais je répète, Sarah Knafo, que je vous pose des questions et on a du temps pour aborder tous les sujets. Vous avez observé là? Au début, c'était Benjamin Duhamel. Et maintenant, c'est... Bon, par contre, avec ses cheveux là, elle me rend fou quand elle fait ça. Genre, elle remet ses cheveux avec un grand sourire à chaque fois. Tu l'appelles Benjamin maintenant. Tu l'appelles pas Monsieur Duhamel ou Benjamin Duhamel. Tu l'appelles Benjamin tout court. C'est moi, les amis, ou quand tu t'adresses à un journaliste et que tu l'appelles directement par son prénom, c'est qu'il y a autre chose qui se cache derrière qu'une simple interview. Vous êtes copains tous les deux? Vous vous connaissez derrière? C'est quoi le projet? Moi, ça m'interroge en tant que Français qui regarde le service public, qui voit une interview comme ça et qui entend ce genre de choses. Il y a que moi que ça choque ou pas? Même Mélenchon, qui a l'habitude de venir sur des plateaux TV, connaît à peu près tout le monde, lui-même dit Monsieur Duhamel ou Benjamin Duhamel. Jamais vous avez entendu quelqu'un appeler un journaliste par son prénom et uniquement son prénom. Ça voudrait dire que familièrement, ils sont beaucoup plus proches que ce qu'on le dit. Quand on vous dit que c'est des candidats médiatiques, ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec le peuple. Moi, je vous mens pas, hein, il suffit d'écouter et de bien écouter. Je le disais en introduction, vous êtes la compagne d'Éric Zemmour. Un secret, c'est quelque chose qui est assumé. On connaissait au Rassemblement national la politique de père en fille. À Reconquête, la politique se fait en couple. La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. Sarah Knafo, il vous a pas échappé que je ne me soumets pas au suffrage des Français. Ça change quelque chose? Politique. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord que les accusations qu'on vous fait sont tout à fait injustes? Alors oui, ça change quelque chose pour moi. Benjamin Duhamel, que tu sois victime du côté père, fils, machin et tout ça, c'est pour moi aussi problématique que elle, en tant que femme d'Éric Zemmour, qui devient candidate aux élections européennes. Pourquoi? Parce que quand je pense qu'il y a des mecs qui aimeraient se lancer en politique, qui ont des bonnes idées, mais qui ont ni appui, ni rien du tout, ni financement, qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait ci, qui ont fait ça, et qui sont amenés à amener justement une plus-value aux citoyens français, dont on ne laisse aucune chance, c'est ce genre de connard qu'on vient d'une part mettre au niveau médiatique, et deuxièmement mettre au niveau politique. Donc, moi, oui, ça me pose problème. Réellement le problème, parce que je pense que c'est la base de la neutralité politique et journalistique en 2024. Mais bon, apparemment, il n'y a qu'à moi que ça pose problème. Pas si sûr. Vous avez votre talent propre. Alors, si vous voulez, on peut aborder mon parcours. Attendez, excusez-moi, puisque vous mettez en cause ma probité, ou en tout cas vous soulevez... Votre question.
soulevé le fait que j'ai effectivement des membres de ma famille qui sont dans les médias. Là, la question qui peut se poser pour ceux qui nous regardent, c'est de savoir s'il n'y a pas une forme de mélange des genres à voir qu'un président d'une formation politique désigne sur une liste pour les européennes sa compagne. La question, elle est sans aucune polémique, Très Sarah bien. Alors, je vais vous dire, moi, je ne prends pas la vie politique comme un job. Ce qu'on fait, c'est pas un métier. Moi, je cesse pas d'être une patriote française à 18h et les jours fériés. Donc ce combat, il est tout à fait logique qu'on le mène ensemble parce que c'est le combat d'une vie. C'est le combat pour nos idées. Alors, faut qu'on revoie le mot patriote chez Reconquête. Le mot patriote, les amis, c'est absolument pas ce que tu crois, madame. D'accord? Sachant qu'on va découvrir après qui tu es vraiment et pourquoi tu te bats et pour qui surtout. Je vais le dire un petit peu en avance, mais elle va le confirmer derrière. Elle est de confession judéo-chrétienne. Ça fait déjà une différence dans le mot patriotisme. Aussi préciser qu'elle vient de dire que c'est le combat d'une vie, c'est le combat pour nos idées. Ah, excuse-nous, nous on pensait que tu te combattais pour nous, les citoyens français, et que ce n'est pas un combat que pour tes idées, mais pour les idées qui étaient les nôtres, citoyens français. Ça en dit long sur le personnage, ça en dit long sur le parti, ça en dit long sur l'avenir, et ça en dit long sur l'idéologie de ces gens. Vraiment, les amis, je vous incite, ce Reconquête, à écouter derrière les lignes, derrière les détails. Parce que vous, qui assumez le côté patriote, le côté français à 100%, à 100%, à 100%, faut que vous vous rendiez compte que des mecs comme Éric Zemmour, comme Jean Messia ou comme elle, sont des gens qui, au-delà de leur message et de leur discours, sont là pour des idées. Posez-vous la question si c'est les mêmes que les vôtres, réellement. Et s'ils ne le font pas pour l'oseille ou pour autre chose. C'est très important, les amis. Moi, je vous parle de Français qui parlent à d'autres Français. Posez-vous la question. Ces gens sont extrêmement dangereux. Parce qu'au-delà d'avoir une parole, ils ont du pouvoir. 7%, c'est éclaté, on est tous d'accord. Mais c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On continue. C'est le combat d'une vie. C'est le combat pour nos idées. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc il n'y a pas de mélange des genres? Il n'y a pas de mélange des genres. Je vais même vous dire, je pense que notre duo nous donne une force inouïe. Et c'est à nous d'être justement assez forts pour toujours éviter le huis clos, pour éviter de s'empêcher de se dire les choses. Mais je pense que vous pouvez le comprendre, l'omerta, c'est pas tellement le genre de la maison. Non, et en tout cas, je reviens sur la comparaison que vous faisiez. Je ne me présente pas à des élections, et par ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas ma mère, mon père ou mon oncle qui m'ont Mais vous connaissez comme moi l'injustice parfois de certains commentaires. Et c'est pour ça qu'il n'y avait aucune polémique de ma part sur la question qui se pose. Et je crois que beaucoup de téléspectateurs se la posent. Qui a le plus d'ambition dans votre couple? On a la même ambition pour la France tous les deux. Exactement la même. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, Éric Zemmour a été candidat à l'élection présidentielle en 2022. Il souhaite vraisemblablement l'être en 2027. Quelle est notre ambition, si vous voulez? Tous les deux, je pense qu'on peut dire, lui sans doute plus que moi, on réussissait très bien notre vie par ailleurs. Moi, j'étais serviteur de l'État, j'étais magistrate à la Cour des comptes, je n'avais aucun problème à me poser, ni pour ma situation financière, ni pour ma situation professionnelle, ni pour le statut social que j'aurais aimé avoir. Tout allait bien. Éric Zemmour, je vous fais pas un dessin. Vous savez ce qu'il a perdu à la fois financièrement, en termes de statut, etc. Donc, nous dire qu'on est des ambitieux... Non, c'est pas la question que je pose. Je voulais savoir qui de vous deux avait le plus d'ambition. Nous, notre ambition, on l'a posée en 2022 et on a continué. Elle est de défendre les intérêts des Français. Ça, c'est très important, les amis, ce qu'elle vient de dire. Si financièrement, vous étiez à l'aise, aussi bien toi que lui, ça veut dire que tu es prêt à perdre de l'argent pour autre chose. Ce autre chose, les amis, c'est pas les idées de la France pour les Français, pour sauver tous les Français. Ils en ont absolument rien à foutre de nous, je vous le dis clairement, les amis. C'est que si tu lâches le côté financier qui est le tien, où tu es très à l'aise et tu es prêt à te mettre en péril, c'est que tu veux obtenir autre chose que le côté financier. Parce que tu feras jamais croire à aucun Français que toute ta carrière professionnelle, tu l'as fait uniquement parce que tu aimais ton travail. Tu l'as fait aussi parce que financièrement, ça te rapportait quelque chose. D'accord ? Donc si tu lâches ça au détriment d'autres choses, ça veut dire que le pouvoir que tu comptes avoir va être bien au-dessus que le côté financier qui sera le tien. Et ça, c'est encore plus dangereux. Parce que vraiment, 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 cette phrase ne fera jamais autant vérité que sur cette femme, les amis. Le diable s'habille en Prada. Sachez-le. Et ça veut dire exactement ce que j'ai dit au début. Quand tu viens chercher autre chose que le côté financier, et c'est bien du pouvoir, c'est que tu veux avoir un statut autre. C'est pas sûr que ce soit celui de défendre les Français.
Donc, vous avez remarqué que malgré les difficultés, malgré la déception du score à la présidentielle, nous avons continué. Et là, nous continuons aujourd'hui avec ces élections européennes du 9 juin prochain. Il nous reste 45 jours. On a une ambition immense qui est de défendre les intérêts des Français au Parlement européen, de dire la vérité sur ce qu'il se passe à Bruxelles à nos compatriotes et de dire au Parlement européen la vérité de ce que pensent les Français. Alors, on en est exactement à 8 minutes 52. Les amis, je vous rappelle qu'au départ, elle a dit « J'ai pas envie de parler de Éric Zemmour et de la campagne présidentielle. Je suis là pour parler de mon élection européenne et du programme qui est le nôtre. » Est-ce que, après toutes ces minutes passées, vous l'avez déjà entendu parler du programme? Toujours pas. On continue. Et on va venir dans un instant au sujet et au projet que vous défendez. Mais juste pour rester là-dessus, vous pensez qu'Éric Zemmour sera un jour président de la République? Je l'espère. En tout cas, je l'espère pour la France. Et donc, il sera candidat en 2027. Et dans ce cas-là, je l'espère, mais alors là, vous l'inviterez, il vous donnera sa réponse. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous serez première dame ou vous-même, vous avez des ambitions présidentielles? Écoutez, ne sautons pas les étapes. On a 45 jours avant l'élection européenne. Je déteste sa façon de sourire. Elle est fausse. Elle est fausse. Moi, je suis le genre de personne calnif. Les amis, il y a un masque là. Moi, je vous le dis, hein, il y a un masque là. Clairement. C'est du faux sourire, ça. Ça, c'est du faux sourire, c'est de la com. Je le sais, je suis bien placé, j'en fais. C'est mon métier. C'est de la com. De ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Elle est dangereuse, elle. Son sourire, il est dangereux. Bien, Sarah Knafo, revenons à la situation politique et aux européennes. Vous êtes en queue de peloton dans les sondages, évidemment très loin derrière Jordan Bardella, la tête de liste du RN qui, c'est à noter, réussit à séduire des catégories qui lui étaient inaccessibles auparavant, les cadres, les retraités. Franchement, à quoi vous servez dans cette campagne? On sert à dire la vérité. Parce qu'eux ne la disent pas. On sert à dire la vérité que personne d'autre ne dit. C'est quoi la vérité que personne d'autre ne dit? Il faut assumer le fait d'être islamophobe? Que les Arabes c'est un problème, que l'islam c'est un problème, que si, que ça, c'est ça, la vérité. Et madame, c'est votre vérité, c'est pas la nôtre. Nous qui sommes sur le terrain, nous qui voyons les choses, pas ça la vérité. Moi quand je vois mon voisin marocain, mon voisin algérien, mon voisin libanais, mon voisin camerounais, pas de problème moi avec l'islam, pas de problème avec le christianisme, j'ai pas de problème avec le judaïsme, j'ai de problème avec personne moi. Donc c'est quoi votre vérité? Moi, quand quelqu'un démarre et vient me dire à moi, nous connaissons la vérité, déjà ça schlingue. Parce que personne n'a la vérité. Pour obtenir la vraie vérité, tu ne l'auras jamais. La vérité, c'est une personne, plus une autre personne, plus une autre personne, plus des millions de petites personnes qui ont un soupçon chacun de vérité, qui fait que cette vérité-là devient une vérité qui est plus plausible que la seule vérité que tu peux avoir toi dans ta tête avec ton homme en couple. Personne ne détient la vérité. Donc déjà, moi, ça me pose problème et ça devrait poser problème à toute personne intellectuellement câblée en haut qui vous écoute. Parce que la vérité, c'est pas ça. Et pour vous répondre sur le fond, sur cette question, moi, à plusieurs reprises, je me suis demandé, finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux arrêter? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser aux professionnels de la politique, aux candidats de routine, aux candidats qui ne pensent qu'à travers les sondages, est-ce qu'il ne vaut pas mieux les laisser se débrouiller? Juste pour qu'il y ait de la transparence, là, vous visez le Rassemblement National et Jordan Bardella. Je vise tous les partis. Si je vise Jordan Bardella, je dis Jordan Bardella. Là, je vise tous les partis politiques. Et donc, à plusieurs reprises, effectivement, quand il y a eu des moments durs, des déceptions électorales, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on les laisserait pas se débrouiller? Et à chaque fois, je me suis dit, mais si nous disparaissons, qui dira les vérités que nous disons? Et nous, on dira les vérités que vous dites, mais d'une autre manière. Nous, on va le faire. Pour la simple et bonne raison que nous, comparé à vous, nous estimons que nous n'avons pas la vérité. Mais une toute petite partie de cette vérité. Il faut englober dans une autre petite partie de la vérité. Donc si vous êtes plus au pouvoir et que vous laissez les autres partis faire ce qu'ils ont à faire, déjà ce sera cool parce que nous, ça va déjà nous enlever un poids, un parti qu'on va arrêter de combattre et on pourra se concentrer également plus sur les autres. Donc nous, ça nous ferait du bien et on va souffler un petit peu pour commencer. Donc, ce que je crois aujourd'hui, c'est que ce qui se joue dans notre score, c'est pas la survie d'un parti, c'est la survie de la vérité. C'est aussi la survie de votre compte en banque, les amis. Parce que si vous n'avez pas d'élu, vous n'avez plus rien, que vous ne faites pas de score, vous ne ramenez pas de pognon. Il faut aussi le dire. Pas de siège à l'Élysée, donc pas de député. 0 €. Pas de siège au niveau européen. 0 €. 7% dans les sondages. Les amis, si vous avez arrêté votre travail à côté, il faut avoir prévu un plan B. Parce que là, ce qui se joue, c'est ton compte en banque personnel. Il faut vraiment que tu le dises aux gens. Donc la vérité, en tout cas celle du financier, c'est celle-ci les amis.
Espérons qu'ils se craquent et qu'ils fassent 0 député, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. Peut-être qu'ils vont retourner à leurs anciens travail. Par contre, si elle était au niveau du magistrat, attention les amis à ceux qui vont prendre des peines, ce qui aurait à mon avis de vous enfoncer un petit peu plus que d'habitude avec le seum qu'elle va prendre. J'espère vraiment que ces gens-là ne vont pas accéder à des sièges européens et nationaux. Vraiment. À quel Sur moment vous l'économie. considérez que vous avez le monopole de la vérité? C'est-à-dire, très concrètement, franchement, moi, quand j'écoute le Rassemblement national, il y a bien sûr des nuances entre vous, mais je ne vois pas d'un côté un parti qui, comme vous le dites, comment dire, se plierait au politiquement correct, et de l'autre, vous qui diriez la vérité. Alors, je vais vous donner des exemples Alors, très allez-y. simples. Ouais. Très bien. En 2012, certains sondages disent que les Français ont peur du nucléaire après Fukushima. Marine Le Pen se prononce contre le nucléaire. Aujourd'hui, elle est pour parce que les Français ont compris à quel point le nucléaire faisait baisser leur facture d'électricité et à quel point c'était une énergie verte. C'est normal parce que le peuple est souverain. En 2004, Marine Le Pen est contre la loi sur l'interdiction du voile à l'école, loi qu'elle qualifie de démagogique. Aujourd'hui, elle est pour parce que les Français sont pour. C'est normal, le peuple est souverain. Je pourrais continuer comme ça très longtemps. En 2012, Marine Le Pen dit que le grand remplacement est quelque chose qui lui fait peur. Aujourd'hui, elle dit que c'est une théorie complotiste d'extrême droite. C'est effectivement une théorie. Complotiste, pas complotiste, ça c'est l'INSEE qui doit le prévoir, en fonction des chiffres. Nous, on l'a analysé, on peut vous dire que ce n'est pas la vérité. Vraiment, ce n'est pas la vérité. C'est votre vérité, mais elle existe que dans votre tête. Donc, si Marine Le Pen, là c'est pas pour la défendre, hein, moi je suis anti-RN, de ouf, et moi je suis de gauche. Mais on va quand même donner le point à Marine Le Pen dans le sens où je préfère une meuf comme Marine Le Pen qui, de temps en temps, en fonction de ce que veulent les Français, revient sur ses décisions, en bifurquant, en changeant. Parce que le peuple est souverain, dans la logique des choses, et c'est lui qui décide pour son bien, pour ce qu'il veut. D'accord? Plutôt que quelqu'un comme Macron ou comme Zemmour qui est sûr à 100% de foncer dans le mur en allant à 300 sur l'autoroute, et parce qu'il ne veut pas perdre la face, il continue d'y aller, même si il emmène 67 millions de personnes avec lui dans le mur pour perdre la face. Non madame, non madame. Pour donner le point à Marine Le Pen sur ce coup-là précis, elle fait en fonction du vent et en fonction des Français, parce que les Français, eux aussi, à un moment, ils réfléchissent. Ils pensent. Ils essayent de voir ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. Et comme c'est eux qui trinquent clairement en bas, eux peuvent vous faire remonter le truc en disant « Bah non, au final, on a essayé, on s'en est pris plein la tronche. On aurait peut-être changé. » Désolé, hein, dans une démocratie, le peuple est souverain. Demos, Kratos, le pouvoir par le peuple. Vous, c'est le pouvoir par l'oseille. Là, je pense que vous avez trois exemples qui vont... Sarah Knafo, toutes ces dates, votre tête de liste, Marion Maréchal, était adhérente du Front National, Rassemblement National. À l'époque, visiblement... En 2004, elle était mineure, s'il vous plaît. Mais Marion Maréchal, justement... Elle n'était pas en soutien politique, donc ça lui posait pas de problème à l'époque. 14 ans. Ça lui posait pas de problème, mais vous vous souvenez pas de tous les articles qui faisaient justement état de dissension au sein du Rassemblement National entre Marion et sa tante? Alors là, Duhamel, t'es vraiment mauvais. Hein. Parce que si elle a raison et qu'elle était mineure au moment où t'es en train de l'incriminer, 2 cagoles hein, sur le plateau, là. Hein. De ouf. Parce que franchement, moi je sais pas, j'ai pas vérifié, j'en sais rien. Mais si elle le dit, c'est qu'à mon avis, elle doit être sûre d'elle, là. Là, pour le coup, c'est elle que je crois. Et toi, Benjamin Duhamel, tu t'es fait piéger comme un bleu et t'es en train d'essayer de bafouiller tout ça et tu la laisses dérouler parce que t'as pas envie de passer pour un con. Franchement, t'es mauvais, toi aussi. Hein. Bon, petit aparté, les amis, mais c'était important de le dire aussi. On continue. Vous vous en souvenez comme moi? Oui, sur quelques sujets de société, mais enfin, ce qui l'a pas empêché d'être au Front National. De quitter le Rassemblement National. Ouais, jusqu'en 2017. Et effectivement, après, elle l'a quitté pour votre parti. Voilà, ouais. qu'elle a quitté pour notre parti, justement. Donc, vous avez votre réponse. Moi, je vous dis, qu'est-ce que ça implique, ce que je viens de vous dire? C'est pas vous avez le monopole de la vérité, etc. C'est que nous, notre philosophie politique, c'est de toujours dire ce qu'on croit être bien pour les Français. Et pas seulement ce qu'on pense être l'humeur du jour, le résultat d'un sondage. Mais 7%, c'est pas les Français. C'est pas ce qui est bien pour les Français, c'est pas ce que pensent les Français. Sinon, ils vous auraient mené à 20%, 22, 32, 49, et vous aurez fait passer au deuxième tour, et vous aurez fait élire. Pas le cas. 7%. Donc, dites-nous pas ce qui est bon pour nous, essayez de savoir ce qui est bon pour vous déjà. C'est de nous laisser tranquilles, sachez-le. Parce que même si vraiment, demain, on vous prenait directement et on vous mettrait à la tête de ce pays, vous ne représenteriez que 7% des Français. C'est pas une majorité de Français, ça. Au même titre que Macron ne représente que, on n'est plus qu'à un chiffre maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, redescends, cocotte. Arrête de te voir, toi et ton mari, et tes têtes de liste comme des Avengers, et de faire croire aux gens que vous allez mettre Reconquête à la capitale, et que ça va être le centre névralgique de vous, les Avengers. C'est pas cohérent,
c'est pas crédible, c'est pas honnête, et c'est pas vrai. Parce que ça prend du temps. On a pris un chemin qui, à mon sens, demande un peu plus de temps et je crois un peu plus de courage. Mais je suis convaincue qu'à terme, ça portera ses fruits parce que c'est ce qu'il faut pour la France. Vous évoquiez Marion Maréchal. Ce qui est assez frappant quand on entend les discours des uns et des autres, c'est que Marion Maréchal explique que sa liste est complémentaire avec celle du Rassemblement national. On voit bien qu'elle ne l'attaque qu'à fleuret-moucheté, alors que vous, pour le coup, vous y allez beaucoup plus franco. Il y a une différence de stratégie. D'ailleurs, Éric Zemmour l'avait reconnu sur ce plateau à demi-mot. Vous n'êtes pas d'accord avec votre tête de liste? Ça commence mal, la campagne. Non, pas d'accord, n'allons pas jusque-là. Moi, ce que je tiens à rappeler, c'est qu'il y a bientôt 10 ans, Marion Maréchal a fait le choix de quitter le Rassemblement national. Je rappelle que Marion Maréchal est la petite fille de Jean-Marie Le Pen et la nièce de Marine Le Pen. Elle a fait ce choix courageux en 2022 de rejoindre Éric Zemmour alors même que sa propre tante était candidate. Ça, c'est un geste de courage que personne ne doit minimiser. Alors à côté, si vous voulez, ça me paraît dérisoire. Et donc c'est quoi? Au fond, vous dites que c'est un signe de courage et c'est ce qui l'empêche d'être plus virulente contre le Rassemblement national? Absolument pas, j'y venais, j'étais en train de vous répondre. C'est ce geste de courage qui me pousse à trouver dérisoire les différences de terminologie qui peuvent être employées. Est-ce qu'on utilise le mot complémentaire ou pas? Est-ce qu'on préfère faire une vidéo ou parler sur un plateau ou pas? À côté de ce geste de courage, ça me paraît sincèrement dérisoire. Donc il n'y a aucune différence, pas une feuille de papier à cigarette entre vous? Si vous écoutez ce que je dis, je vous dis il y a des différences qui me paraissent dérisoires. Oui, mais alors lesquelles, à par côté, exemple? je viens de vous le dire. Je suis en train de m'endormir. Marion Maréchal, du courage, de l'ambition. Tranquille. Marion Maréchal Le Pen, elle est aussi éclatée que Zemmour, que Messia, que toi ou que Bardella. Clairement. Elle n'a rien fait, vous n'avez rien amené, ni l'un ni l'autre. Vous n'avez rien amené à la France, vous n'avez rien amené dans les idées, dans le concret, dans la plus-value, etc. Sinon, ça serait. Les amis, 13 minutes 39, est-ce que vous avez entendu un soupçon du programme? Toujours pas. Vous dites par exemple le mot complémentaire. Moi, je ne l'emploie pas. Mais si vous voulez, à côté du fait qu'elle ait décidé de quitter sa tante pour rejoindre un parti, parce que ce parti-là défend mieux ses convictions que celui de sa tante. Vous lui pardonnez ça? Mais c'est pas que je lui pardonne, c'est que tout le monde comprendra à quel point ce n'est pas ce qui a le plus de sens. Sarah Knafo, je voudrais aborder deux sujets d'actualité avec vous. D'abord un tweet de votre tête de liste Marion Maréchal qui a fait polémique. Elle y écrivait où est la maman, en réaction à une photo du designer Simon Porte-Jacquemus et de son compagnon et de leur jumeau né il y a quelques jours. On peut avoir tous les débats sur la GPA, et d'ailleurs ils existent, mais pointer du doigt comme ça un couple homosexuel, des jumeaux qui sont nés depuis une semaine, est-ce que ce n'est pas aller au-delà de ce qui est permis en politique? Alors avant qu'on écoute sa réponse, quand elle a dit on va prendre deux thèmes d'actualité, je pensais qu'on était là pour les européennes, qu'on avait parlé de l'Europe, des agriculteurs, de nous les Français au niveau européen, les aides européennes, la guerre, les machins, enfin tu vois un truc qui est censé quoi. Un tweet sur la GPA de Marion Maréchal Le Pen. Je sais que c'est mon boulot les amis de faire ça. Il y a des fois je suis fatigué, je vais pas vous mentir. Parce que je suis obligé de me mettre à leur niveau et franchement, ça casse les couilles. Vraiment, moi, je le fais pour vous. Réellement pour vous. Parce que contrairement à eux, je touche pas d'oseille. Vraiment. Première chose, Marion Maréchal a eu le grand mérite de remettre ce sujet d'une importance majeure au cœur du débat politique. Deuxième chose, je n'attaque pas les destins individuels. C'est ce qu'elle fait? Non, en montrant ses photos. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle dit où est la maman. Et de ses deux bébés. Je vous réponds, je n'attaque pas les destins individuels et surtout, je n'attaque pas les enfants qui n'ont pas choisi de naître comme ils sont nés. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Ah, écoutez, elle relaie, Sarah Knafo, elle relaie. Vous voyez une insulte? Où est la maman? Elle relaie. Non, attendez. C'est fou, quand même. Je veux dire, BFM, des millions de personnes, service public. Et on est en train de parler d'un tweet, les gars. Moi, je commence réellement à m'inquiéter du niveau journalistique de ce pays, de l'intelligence collective et individuelle de ce pays. Je veux dire, ils sont où les sages? Ils sont où les pensants? Pourquoi on invite ce genre de personnes? Pourquoi on parle de Twitter? On en est là, les gars. Pas pour dire, mais on a vachement régressé. Vraiment, on a vachement régressé. Le progrès qui nous disait. Le progrès. Elle relaie un tweet avec les photos des deux individus, Simon Porte-Jacquemus et son compagnon, et des deux bébés. Elle n'a pas tweeté
je suis opposé à la GPA ou la GPA est interdite en France. Elle dit où est la maman? Elle a permis, justement, grâce, si vous voulez, à cet exemple de personnalité connue, de mettre sur le devant de la scène ce débat. Maintenant, je suis opposée à la GPA pour des raisons philosophiques. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent ce qu'est la GPA. La gestation pour autrui, c'est le fait que deux personnes décident d'avoir un enfant et de le faire porter par une femme qui n'a les gènes d'aucun de ses deux parents. C'est-à-dire, et pardonnez-moi d'utiliser cette expression qui me choque moi-même, c'est-à-dire qu'il s'agit de louer le ventre d'une femme. Il faut comprendre que cette pratique aujourd'hui est interdite en France, qu'Emmanuel Macron lui-même a pris l'engagement de laisser la GPA interdite, et je le cite, pour des raisons d'éthique et de dignité. Alors du coup, si c'est déjà dans les lois, pourquoi il y a un débat? Pourquoi vous êtes en train de parler de ça? C'est soit la loi, elle bouge, vous êtes en train de travailler dessus, dans ce cas-là, il y a débat, soit elle est actée, du coup, elle nous dit que Macron l'a actée, et dans ce cas-là, si c'est interdit en France, il n'y a pas de débat. Pourquoi vous êtes à nous parler de ça? Lunaire. Le Parlement européen vient justement d'inscrire la GPA dans la liste des différentes traites d'êtres humains. Non, c'est pas tout à fait exact. Notamment... Ça a été mis dans la traite d'êtres humains si c'est une GPA contrainte, pas la GPA en tant que telle. Justement, pour revenir précisément sur ce qui a été voté au Parlement européen. Grâce au vote de quel groupe? Grâce au vote de féministes d'extrême gauche. Pourquoi? Parce que la GPA, c'est la marchandisation du corps de la femme. Et c'est non seulement la marchandisation du corps de la femme, mais c'est aussi le fait que des couples fortunés des pays riches aillent louer, comme je vous l'ai dit, marchandisation. Pour qu'il y ait marchandisation, il faut qu'il y ait échange financier. Vous avez des pays, en Grande-Bretagne, au Québec, où c'est ce qu'on appelle une gestation pour autrui éthique. C'est-à-dire que la transaction est interdite. Il y a seulement paiement des soins médicaux pour la mère. En quoi, là, ce serait de la marchandisation du corps? Ce que vous venez de me dire est justement ce qui me dérange philosophiquement dans la GPA, c'est-à-dire de faire de la vie d'un enfant l'objet d'un contrat. Et pour ces raisons, je suis contre la GPA. Je dois l'avouer, les amis, moi, le côté GPA, c'est un sujet que je maîtrise pas, donc je vais pas trop raconter n'importe quoi, donc je vais pas prendre position pour, contre. J'essaierai de me renseigner, bien entendu. Je ferai ce travail-là, bien entendu. Là, je peux ni donner le point à elle, ni donner le point à lui. J'en ai aucune idée. Mais par contre, là où je peux, moi, intervenir, c'est que, comme je viens de vous le dire, si c'est interdit par la loi, il n'y a pas censé avoir de débat. C'est interdit, stop, point. Mais là, en l'espèce, il n'y a pas d'argent qu'on donne, puisque précisément c'est interdit. C'est l'objet d'un contrat, vous venez de le dire? Il n'y a pas de rétribution financière. On s'engage à l'écrit, etc. On s'engage à payer les frais de santé de la femme. Et on loue le ventre d'une femme. Je trouve que c'est de la marchandisation. On le loue, si on ne paye pas de loyer, on ne le loue pas, Sarah Knafo. Benjamin Duhamel, s'il vous plaît. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Je ne fais pas semblant de ne pas comprendre, j'essaie d'aller au fond d'une opposition. La question qui se pose derrière Sarah Knafo, c'est est-ce qu'il n'y a pas un fond d'homophobie? Vous voyez bien, quand Marion Maréchal tweet en disant où est la maman, quel est le sous-entendu derrière? Qu'il y aurait une forme de couple qui ne serait pas tout à fait dans les canons de ce qui est souhaité? Parce qu'on peut faire un enfant sans qu'il y ait un homme et une femme? C'est homophobe de dire ça? Vous faites semblant de ne pas comprendre la question qui est posée. Quand on pointe du doigt le fait qu'il n'y ait pas de maman. Pour faire un enfant, vous êtes d'accord qu'il faut un homme et une femme au moins? Il ne peut pas y avoir des couples de père, vous me parlez de mère? De couple, je vous parle de parentalité. Vous êtes d'accord que pour faire un enfant, il faut un homme et une femme? C'est moi ou ils nous prennent tous les deux pour des cons, là? Enfin, je veux dire, lui qui est en train de dire, oui, vous comprenez pas la question, elle qui dit non, mais vous comprenez pas la question, enfin, vous comprenez pas la réponse, machin, tout ça. On s'en bat les couilles, en fait. Bien sûr que Marion Maréchal Le Pen, elle prend une photo, elle l'extrait, c'est un personnage politique. Donc, quand elle démarre avec un truc comme ça, c'est forcément politique derrière. Donc, connaissant le parti, connaissant les idées, connaissant Reconquête, il y a forcément un sujet derrière qui soit islamophobe, soit qui soit autre chose, homophobe, ou prenez n'importe quel phobe que vous voulez, il y a un projet derrière. Donc, elle mitonne. Tu parles pas à les filles, là. On est tous d'accord, on parle de Zemmour, de Reconquête, multi-condamné. Donc, il n'a pas besoin de faire la démonstration, de savoir si ce que Marion Maréchal Le Pen dit ou fait, c'est islamophobe ou homophobe ou ce que vous voulez. C'est acté. Je veux dire, ça fait combien de temps qu'ils nous rincent ces gens-là avec ces idées-là? Et toi, tu fais Zarma, tu découvres le délire de... Et jamais elle va te le dire que c'est homophobe. Tu crois qu'elle va te dire à la télé un truc, oui, c'est homophobe, on assume. Non, mais t'as pas besoin de ça. Tu les as assez reçus pour savoir quelles sont leurs positions, leurs idées avec tout ça. Donc Duhamel, là-dessus, je te trouve mauvais. Et toi, là, Sarah Knafo, là, je te trouve aussi mauvaise. Arrête de vouloir dédiaboliser Marion Maréchal Le Pen, pardon, en expliquant à tout le monde qu'il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas d'islamophobie, il n'y a pas de si. Bon, là, l'islamophobie ne fait pas partie du sujet, mais à chaque fois de faire croire que we are the world, voilà.
Enfin, je veux dire, reconquête, quoi. The show must go on, les gars. Quoi qu'il arrive, le show doit continuer. Donc arrêtez tous les deux de nous prendre pour des cons. Biologiquement, bien évidemment, mais là, c'est pas très bien. exactement la Voilà question la qui est question. posée. Donc, il n'y a aucune homophobie. Il n'y a aucune homophobie. Marion Maréchal a justement ajouté qu'elle était également contre la GPA pour des couples hétérosexuels. Je pense que vous avez votre réponse. Sarah Knafo, autre sujet d'actualité, je voudrais vous faire écouter un témoignage. C'était vendredi matin sur RMC au micro d'Apolline de Malherbe. Un auditeur qui appelle au standard, il s'appelle Grégoire, raconte qu'il a changé son prénom parce qu'il avait une consonance arabe face notamment aux discriminations à l'embauche. Écoutez ce témoignage de Grégoire sur RMC. Quand au bout d'1 heure et demie d'entretien, à la toute fin, on vous dit « Mais du coup, votre nom de famille, c'est de quelle origine ? Ah oui, vous êtes croyant, vous faites le ramadan, et si on vous traite de bougnoul, ça vous pose des problèmes au boulot ?» On en est là. Moi, c'est les livres qui m'ont sauvé. C'est le fait d'avoir un père qui était super intelligent et qui m'a dit « T'arrêtes pas ça, mon fils. Continue, et t'inquiète pas, la France, elle est plus grande que ça. La France, c'est pas que ces gens-là. La France, c'est aussi des gens qui diront que t'es français. » Et j'ai continué. Mais je pense à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir mon père. Mon père, il a tenu vraiment à venir en France, plus qu'ailleurs, n'importe où ailleurs. Il aurait pu aller n'importe où. Mais il a voulu venir ici parce qu'il disait toujours « Mon fils, France, ça pas un pays. La France, c'est une belle idée. » La France, c'est une belle idée. Sarah Knafo, vous dites vouloir lutter contre l'islamisation du pays. Vous appartenez à un parti dont le leader considère que l'islam n'est pas compatible avec la République. Votre candidat souhaitait qu'il n'y puisse pas y avoir de prénoms étrangers, qu'il faille prendre des prénoms qui étaient dans le calendrier français. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans le climat que décrit cet auditeur, qui est obligé de changer de prénom pour éviter de faire face à des discriminations ? Vous pensez donc que ce climat a commencé avec les prises de parole d'Éric Zemmour ? Oui, oui, clairement, oui. Oui, ça a commencé avec Éric Zemmour au niveau politique des choses et médiatique des choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est pas moi, c'est elle qui l'a dit. Hein. Elle a dit, vous vous rappelez en début de vidéo, elle a dit « Nous avons permis d'instaurer des idées que personne ne disait dans les débats publics. » Ce n'est pas mes mots, c'est les siens. Remettez-vous la vidéo, les amis, je n'invente rien. Et là, elle est en train de nous dire « Mais vous pensez que tout ça a commencé avec Éric Zemmour ?» Ben oui, parce que Éric Zemmour, il n'arrive pas de 2022, Éric Zemmour, là. Mémère, ça fait des années qu'il est chez Ruquier, ça fait des années qu'il est sur le service public, qu'il est à la télé, Éric Zemmour. Il a eu le temps de distiller ses idées. Donc effectivement, ça a commencé à partir du moment que Éric Zemmour a été médiatisé, ne serait-ce que pour la première fois de sa life. Moi, d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que ce que dit c'est cet pas ce que homme... j'ai dit. Après, je constate homme... aussi que Éric Zemmour prend la parole dans les médias sans forcément faire de politique depuis, une vingtaine d'années. Donc, effectivement, je pense que se pose la question de savoir... Et ça a commencé depuis une vingtaine d'années ? C'est pas ce que je dis, Sarah Knafo. Encore une fois, faites pas semblant de ne pas comprendre la question que je vous pose. Est-ce que les mouvements antiracistes datent de 1980 ? Dans vos prises de parole, vous n'alimentez pas le climat qui est évoqué par cet auditeur ? Moi, je crois que reprocher à ceux qui veulent justement sortir de ce climat, de l'imposer, il y a quand même quelque chose d'assez absurde. Dans ce que dit ce monsieur, la phrase qui me touche, si vous voulez, c'est la fin, son père qui lui dit « La France, c'est une belle idée » et qui lui dit justement que grâce à la culture, il a pu apprendre à aimer la France. Moi, j'ai exactement la même histoire, si vous voulez. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, dans une famille très éloignée du service public, très éloignée de la politique. Et c'est grâce aux livres, grâce à la culture, et si j'ose le dire, grâce à la France, que j'ai pu justement ensuite prétendre à faire mes études à Sciences Po. Vous avez un auditeur qui dit qu'il a été obligé de changer de prénom parce qu'il subissait de la discrimination à l'embauche, et vous soutenez un patron de formation politique qui refusait qu'il y ait des prénoms étrangers. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, et pardon, et ça ne concerne en rien votre parcours à vous, mais que c'est la même situation ? Ah oui, parce que je vous rappelle le témoignage du monsieur juste avant, au cas où les amis, si vous l'avez un peu oublié, le mec qu'il a en face, enfin qu'il a au bout du téléphone, excusez-moi, il lui dit « Mais ça vous dérange pas sinon si on vous traite de bougnoul, et ça vous dérange pas s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça ?» Je veux dire, il y a un moment, toi, t'as appris le respect, petit bâtard, ou pas? Parce que moi, je suis à l'autre bout du téléphone, tu me dis ça, je veux dire oui, je viens à l'embauche, je te monte en l'air. Mais juste parce que tu as dit ça au téléphone. Donc le monsieur, là, respect, mon ami. Déjà, d'avoir changé de prénom, Enfin, je veux dire, symboliquement, c'est fort de changer de prénom. En plus, tu l'as fait pas dans un esprit où tu voulais réellement le faire, tu l'as fait parce que du coup, tu avais une discrimination à l'embauche. Deuxième problème. Troisième problème, le mec qui se retrouve en face de ce mec-là à lui dire ces choses-là, c'est dinguerie internationale. Oui, mais ça vous dérange pas, bougnoul, machin, tout ça. Il les sort d'où, ces idées-là, ce mec-là? C'est pas un mec qui vote pour LFI, ça. C'est bien un mec de chez le RN ou de chez Reconquête qui assume sa façon de dire les choses, de le faire, de le voir, de tout ça. Qui assume sa façon d'être, de dire les choses.
avec un délire décomplexé, d'assumer le fait d'être islamophobe. Et ça, bien entendu, vous êtes responsable de ça. Reconquête et le RN. Bien entendu. Alors, là où tu as raison, c'est qu'effectivement, c'est pas d'hier ça. Ça fait bien longtemps, il n'y a pas de problème. Là, on est d'accord avec toi. Mais vous avez amplifié ça, mais version mais fois 100, quoi. Et c'est-à-dire qu'en France, il y a des mecs qui prennent le téléphone, qui prennent la parole au calme et qui disent ces choses-là. Non, mais moi, j'aime pas les Arabes, je l'assume, il n'y a pas de problème. Et imagine si demain, on te dit la même chose. Non, mais moi, j'aime pas les Juifs, voilà, qui rentrent chez eux, il y a problème. J'assume. Je vous garantis que de meilleur Habib en passant par la Lycra, le mec, il va passer un sale petit quart d'heure. Clairement. Quand tu vois, ne serait-ce que les mecs qui prennent position à l'heure d'aujourd'hui pour les Palestiniens dans le conflit israélo-palestinien, prennent cher. Alors d'aujourd'hui, il vaut mieux être islamophobe en France et l'assumer qu'être pro-palestinien. Et ça, je l'assume de le dire. Lunaire. Et ces gens-là, ils font des dégâts, et quand on leur pose la question, vous n'êtes pas un peu responsable du climat? Non, comment ça? Ils font les gens outrés. Je ne comprends pas votre question. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce qui me touche dans ce que ce monsieur a dit, c'est l'amour que son père a pour la France et qu'il a poussé justement à faire le choix de l'assimilation, puisqu'il dit « je subissais des discriminations, donc je vais vouloir être comme les Français ». Et de dire l'islam... Il ne l'a pas fait par assimilation, comme tu le dis. Il l'a fait parce qu'il y avait de la discrimination. Et c'était le seul moyen pour lui d'obtenir un job et de ne plus être discriminé. C'est pas de l'assimilation, ça. C'est pas du tout de l'assimilation, ça. D'accord? Et son père, à ce monsieur-là, vu comment il prend un accent pour le dire, pour expliquer son histoire, que la France, c'est pas un pays, c'est une belle idée. Vous croyez vraiment que ce mec-là, il a eu autant de chance que vous le dites, madame? Je suis pas sûr. De dire l'islam n'est pas compatible avec la République, ça n'alimente pas ce type de climat? L'islam n'est pas compatible avec la République. Je pense que ce monsieur, si il aime la France comme il le dit, il peut tout à fait le savoir. Donc ça veut dire quoi? Il faut qu'il abandonne sa foi? De très nombreux musulmans le savent. Non, c'est pas une question de foi, c'est une question d'imposition de sa religion dans l'espace public. Ce monsieur-là, il veut un job et on lui dit que son islam n'est pas compatible avec la République parce qu'il l'imposerait. Moi, j'ai plus de vannes, les amis, c'est lunaire, j'y arrive plus, quoi. Enfin, je veux dire, ces gens-là, ils croient vraiment à ce qu'ils disent, hein. Et moi, enfin, voilà, faut leur faire des procès à ces gens-là pour malhonnêteté intellectuelle, hein. Vraiment, hein. S'il y a des avocats qui passent par là, il faut leur faire des procès à ces gens-là. Il faut leur expliquer que intellectuellement, ils font du mal aux gens. Enfin, il y a un moment, c'est pas normal. Je veux dire, les gens, ils sont pas cons à ce point-là. Enfin, j'en suis à me poser la question si les gens, ils sont... Enfin, je sais pas, il y a un moment... Enfin, j'ai ma réponse quelque part. 7%, ça me rassure. Je me dis que les gens, ils sont pas cons. Mais quand même, les amis, il y a quand même 7% de connards en France qui pensent que ces gens-là ont raison et qui les voient comme des Avengers, quoi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Mais vous pensez à ceux qui nous regardent ce soir, qui pratiquent la religion, voilà, en privé, dans la paix, l'immense majorité, et ils se disent, on a quelqu'un sur ce plateau ce soir qui dit, ma religion n'est pas compatible avec la République. Et vous pensez à Samara, justement, dont cette religion a obligé de porter un voile alors qu'elle ne le voulait pas, de se faire tabasser à l'école, vous y pensez? Quelqu'un peut m'expliquer le rapport entre les deux? Juste, hein, 2 secondes, moi j'ai pas compris ce qu'elle a dit. J'ai absolument, je pense être intellectuellement quand même assez, maintenant, hein, j'ai assez prouvé, hein, d'être pas complètement le dernier des teubés, d'accord? Je suis pas, j'ai pas la science infuse, hein. Mais celui qui peut m'expliquer le rapport entre les deux phénomènes-là, je veux bien. Allez-y dans les commentaires, ça m'intéresse, les amis. Là, moi, je suis perdu. Elle m'a perdu, hein. J'ai pas compris le rapport entre les deux, hein. Alors, Samara, pour être très précis, d'abord, le parquet ne retient pas la qualification religieuse, et sa mère, même sa mère, Ouais. je pense qu'elle connaît mieux Samara que nous tous ici, a insisté sur le fait qu'elle était croyante. Elle n'a pas dit, elle, que l'islam n'était pas compatible avec la République. Et qu'est-ce que je viens de vous dire, Benjamin? C'est que justement, le fait que les gens soient croyants, qu'ils pratiquent leur religion chez eux, qu'ils fassent le ramadan chez eux s'ils le veulent, qu'ils mangent halal chez eux s'ils le souhaitent, ça ne me pose aucun problème. Bah, c'est quoi le problème alors? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez vu des musulmans faire la prière dans les rues quand ils étaient, enfin, je veux dire, quand la mosquée n'était pas fermée ou alors qu'il n'y avait pas un problème de travaux ou quoi que ce soit? Enfin, c'est moi ou pas? Le si peu de vidéos qu'on a de musulmans en train de faire la prière dans la rue, d'accord, c'est-à-dire des groupes dans la rue et tout ça, c'est pas en France, ou alors le si peu que ce soit en France, je me rappelle d'une vidéo à l'aéroport d'Orly, il me semble, c'était parce que la pièce était en travaux ou était fermée pour X raisons. Alors dans ce cas-là, madame, c'est quoi alors exactement le problème? Moi, je connais plein de musulmans,
j'en vois aucun faire la prière dehors. Je veux dire, ils n'ont pas que ça à foutre d'aller dehors. Tiens, je vais aller emmerder un peu les Français, comme tu dis, eux-mêmes Français, hein, c'est lunaire. Un Français qui va emmerder un autre Français. On parle de confession religieuse au départ, hein, bon bref. Et alors c'est quoi le problème? Moi j'ai pas compris le délire. Ce qui me pose un problème, c'est l'islamisation du pays, la foi personnelle. Comment voulez-vous que j'y sois opposée? Moi, personnellement, je suis de culture judéo-chrétienne. C'est quand même quelque chose qui me plaît. Ah voilà, y arrive. Elle est des cultures judéo-chrétiennes. C'est quelque chose qui me plaît. Moi j'ai toujours dit, hein, les politiciens, il faudrait que vous soyez athées sur le papier. Pour la simple et bonne raison que comme ça, vous êtes neutre au niveau de la politique française et internationale. Vous n'avez aucun parti pris au niveau de la religion. Comme ça, dans un conflit comme Israël-Palestine, vous êtes neutre et il n'y a pas de conflit d'intérêts religieux. Et ça, à tout niveau politique. Président, ministre, député, sénateur, maire, etc. Si tu entres avec ta fonction serviteur de l'État, tu dois être athée. Si moi, demain, je devais me lancer en politique, ce serait la première règle que je ferais, ce serait ça. Et la deuxième, la révocation d'élus. Dans le cas où il y aurait certainement moins de problèmes. Ce n'est pas le fait que les gens aient une foi personnelle et pratiquent leur religion personnellement Mais qui me vous dérange. aussi, vous souhaitez que les prénoms étrangers ne soient pas autorisés? Ce que je pense, c'est qu'en effet, donner un prénom français à ses enfants, c'est faire un pas vers la France. On n'en veut pas aux gens qui portent le prénom qu'ils portent aujourd'hui, ils n'en sont pas responsables. Mais j'allais vous dire justement... Non, mais donc ça sur veut ce dire, monsieur- là maintenant vous êtes responsable politique, Sarah Knafo, donc rentrons dans le vif du sujet. Vous souhaitez, si jamais vous étiez au pouvoir, qu'il y ait une loi qui empêche les enfants de s'appeler Mohamed, Si, Abdelkader. je vous réponds sur cette question. Je vous réponds sur cette question. interdit. Je pense que, en effet, donner un prénom français à ses enfants, c'est faire un pas vers la France. Je pense aussi, alors là, j'ai vu une étude justement de Sciences Po qui expliquait que les discriminations à l'embauche se faisaient effectivement sur le prénom, mais jamais sur le nom de famille. C'est-à-dire qu'une personne qui s'appellerait Marie avec un prénom à consonance musulmane serait particulièrement embauchée justement parce que les patrons se disent ses parents ont fait un pas vers la France, je n'aurai aucun problème au sein de mon entreprise et vous connaissez l'explosion actuelle des problèmes avec l'islam au sein des entreprises, donc c'est un signal à mon avis positif. Mais ça c'est faux, parce qu'imagine si elle s'appelle Jamila Dupont. Tu crois vraiment que parce que Jamila elle s'appelait Dupont, elle a fait un pas vers la France et le mec en face qui vote pour Reconquête hein, ou alors qui vote pour le RN depuis 30 ans, il va se dire oh, elle a fait un pas vers la France, alors du coup je vais l'embaucher parce qu'elle s'appelle Jamila, mais du coup je vais faire un pas vers elle. Ah, mais de qui tu te moques, toi? De qui tu te moques? Arrête de te foutre de la gueule des gens. Je veux dire, il y a un moment, les amis, il faut se dire les choses. Arrête de nous prendre pour des buses. Sans sourciller, ils nous disent ça, ces gens-là. Incroyable. Juste pour terminer, Sarah Knafo, cette interview, quelques questions très rapides, je vous demande de répondre en un mot. Quel est le plus grand défaut d'Éric Zemmour? Je ne le dirai pas ici, je le dirai en privé. Ah, il n'a pas de défaut? Je ne le dirai pas ici. Raciste, islamophobe, homophobe. Quel est le plus grand défaut de Marion Maréchal? Islamophobe, raciste. Je ne le dirai pas ici. Ah bah, décidément, vous faites déjà de la langue de bois alors. Vous regardez vos questions, Benjamin. Regardez vos questions, Benjamin. Pas regardez vos questions, Benjamin Duhamel. Ou regardez vos questions, monsieur Duhamel. Non, non. Regardez vos questions, Benjamin, avec un smile. La proximité entre les politiques et le journalisme. Hein. Va falloir un petit peu qu'on se penche là-dessus, un petit peu les amis. La bourgeoisie française. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Quelle est la principale qualité de Jordan Bardella? Selon les médias, il est beau. C'est tout. Sa communication. Et quelle est la principale qualité de Marine Le Pen? Elle est blanche. C'est tout. Son intuition politique. Toute dernière question, nos confrères Marie-Lou Magal et Nicolas Massol publient un livre sur ce qu'ils appellent la jeunesse identitaire et on y découvre que vous connaissez bien Jordan Bardella depuis longtemps, vous avez même à peu près le même âge, vous avez 31 ans, lui a 28 ans. Un jour vous travaillerez ensemble ou pas? Je le connais bien, c'est un bien grand mot, on s'est rencontrés quelques fois. Est-ce qu'un jour on travaillera ensemble? Pour l'instant, le Rassemblement national a refusé toute piste d'union des droites, puisqu'ils ne veulent pas l'union mais le monopole. Donc la balle est dans son camp. Un jour, pourquoi pas. Merci beaucoup Sarah Knafo. Merci à vous d'avoir été l'invité de... Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. De C'est pas tous les jours dimanche. Alors les amis, 23 minutes de vidéo, j'attends toujours le programme, et vous aussi je suppose. Hein. On était là, je vous le rappelle, elle nous l'a dit au départ, pour les élections européennes et sa candidature, donc ses propositions et sa vision. On est tous d'accord qu'on attend encore. Voilà les amis, c'est ça Reconquête, et c'est ça le journalisme français. Blabla, mensonge, on détourne les vraies questions.
et on s'occupe pas de pourquoi les invités sont là. Du grand art. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Jérôme pour React One. Ciao, ciao.